Du haut de mes 21 ans, je fais non, mais moi je fais pas ça, j'ai signé pour être journaliste. Ma femme et mon frère ils m'ont dit tu fermes ta gueule et tu y vas, parce qu'en fait, quand on est sur le bateau, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, ce qui me touche le plus dans le succès de Fort Accord, c'est pas tant de dire on a fait des millions de vues ou machin, c'est en fait de me dire entre frangins, on a fait un vrai truc. Quand on teste et qu'on se met finalement pas trop de barrières ni même d'objectifs, en fait, c'est là où ça réussit mieux. Un métier sur le long terme nous fait oublier tout ce qu'on sait faire. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines de la réussite. Ici, on ne se contente pas de raconter des succès. On explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les victoires qui rendent fiers, mais aussi le flou, les doutes qui t'accompagnent, même quand tu performes. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet. Et ensemble, on creuse. On reformule, on déverrouille, on tire le fil et parfois on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas Lévy. Et moi, Pedro Canali. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Yoann Sardé. C'est moi. Tu es l'une de ces voix qui a accompagné la vie de millions de cinéphiles, sans jamais chercher à devenir plus célèbre que les films eux-mêmes. Tu étais là au début d'Allociné, la version web, quand tout était encore à inventer. Avec ton équipe, tu as contribué à transformer le site en référence incontournable. Tu as créé ou co-créé une bonne partie des formats qui ont marqué une génération de spectateurs. Fort Accord, aviez-vous remarqué, La Minute, Merci qui ? Autrement dit, si aujourd'hui on regarde un film en repérant des erreurs, des détails idiots dans le décor ou en les espérant, c'est aussi un peu de ta faute. J'espère. Mais avant le cinéma, le sport. Les cartes, les stats, les Chicago Bulls, Michael Jordan, et un rêve très précis, devenir journaliste sportif. Donc ce goût de tout connaître, apparemment, il ne vient pas d'arriver, il a juste changé de terrain. Et puis il y a un coup de bluff. On me signale que tu as réussi à réunir dans un projet privé Will Smith, Matt Damon, Denzel Washington, Jean Dujardin, Édouard Baird, j'en passe. Je ne spoil pas plus, tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Tout à fait. On ajoute à ça une petite pincée d'aventure, une réserve de bonobos au Congo, un passage en Amazonie avec des dauphins roses. Tu es très bien renseigné. Et on commence à comprendre que l'on n'a pas affaire à un simple journaliste, mais à un vrai curieux. Un aventurier ? Alors forcément, on a envie d'aller voir plus loin avec toi. Quand on a fait de l'observation un métier, qu'est-ce qu'on cherche encore à observer ? Quand on a bâti autant de choses dans l'ombre, qu'est-ce qui nourrit encore ton envie ? Et puis comment on garde son regard vivant après tant d'années à tout observer de si près ? Yoann Sardé, bienvenue dans Route. Eh ben, grand plaisir et merci pour cette présentation qui résume pas mal cette petite vie que je mène. Alors, quand tu regardes en arrière, justement, dans tout ce que j'ai cité, par exemple, qu'est-ce qui te rend fier ou qu'est-ce que ça t'évoque quand tu jettes le rétro, tu regardes dans le rétro ? En fait, il y a deux trucs que ça m'évoque qui sont liés, en fait. C'est quelle chance j'ai eu, quoi. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, tout simplement, parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi doués, voire plus doués que moi, mais j'ai eu la chance qu'à un moment, des étoiles s'alignent et qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, et puis après, il y a évidemment du travail et des choses comme ça, mais vraiment de la chance, et qui, cette chance, a amené beaucoup de boulot, mais beaucoup d'amusement. Et en fait, le fait de s'être amusés tous ensemble, et sur certains des formats que tu as évoqués, en famille, c'est un truc, je sais que je suis très chanceux d'avoir vécu ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque semaine. Pensez bien à vous abonner et en parler autour de vous. Et si vous aussi, vous avez une vie extraordinaire ou que vous connaissez quelqu'un dont il faut absolument qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer ces détails. Le lien de notre email est en description. Bon épisode à tous. Alors au début, journaliste sportif, c'était ton envie. À quel âge tu voulais faire ça et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? En fait, j'avais la double envie. J'avais déjà le cinéma parce que moi, je viens d'une famille. Alors pas de gens qui bossent dans le cinéma, mais de gens qui nous ont, mes parents, qui nous faisaient voir des films, quoi. Donc c'était la grande époque pour les gens qui l'ont connu des VHS. Donc on enregistre des films et puis on se constitue sa vidéothèque. Ou alors on va au vidéoclub et donc nous moi en fait les vidéoclubs j'ai toujours considéré que c'était mon église, quoi. En fait, je rentre là-dedans et j'ai tous les films à disposition, je peux les ramener chez moi, machin. Donc tous les samedis soirs, il y avait le fait de louer 2 films qu'on regardait en famille. Et donc j'ai vraiment été élevé à ça et j'avais vraiment l'envie, je crois très jeune, déjà d'être journaliste, ça c'est sûr, mais d'être dans le cinoche. Et parallèlement, arrive l'été 1992, je découvre les JO de Barcelone et la Dream Team et un monsieur qui s'appelle Michael Jordan, qui est pour moi ce qui se rapproche le plus de Dieu, en termes d'incarnation
terrienne. Que la barbe blanche. Voilà, bon. c'est ça. Mais pour moi, Michael Jordan est tout là-haut. Au-delà de ses défauts, parce qu'après, dans la série Netflix, on a vu que tout n'était pas parfait chez ce monsieur. Mais en tout cas, voilà, sur le terrain, c'est juste l'athlète parfait. Et en fait, à un moment, je me suis dit, un journalisme, peut-être que c'était la grande époque de Georges Eddy qui commande plus aujourd'hui, mais Georges Eddy, voilà, c'était la voix du basket avant. Et j'avais cette envie de devenir peut-être, à mon petit niveau, un des successeurs de Georges Eddy. Et donc, voilà, j'oscillais entre ces deux-là, mais toujours avec la ligne directrice de journalisme, ça c'est sûr. Et est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire la retraite de Michael. La NBA que je continue à regarder un peu, mais n'a plus du tout le même goût pour moi depuis que Michael Jordan n'est plus dans le dans le game. Et du coup, en fait, ça m'a confirmé que finalement, c'était le Cinoche, ma voix, parce que au-delà d'avoir été un grand fan de basket, je crois que je suis un grand gamin qui adore qu'on lui raconte des histoires. Donc, je me suis jamais positionné comme un cinéphile avec un grand C ou un critique de cinéma très théorique, universitaire. En fait, moi, je suis un enfant de la pop culture qui adore qu'on lui raconte des histoires, que ce soit un film d'horreur, un film de science-fiction, un dessin animé ou un drame. Mais l'important, c'est que l'histoire et les personnages soient intéressants. Et du coup, j'ai pu creuser ce filon-là dans ce qui m'a amené après à travailler chez Allociné, en fait. Mais d'ailleurs, quand tu parles du sport, c'est le personnage Michael Jordan qui est le fil, quoi. Ouais, exactement. Et puis moi, chaque fois que je revois des fois sur TikTok, on voit remonter des edits là de. Le mec était, je sais pas quoi dire. Ouais, c'est vraiment comme si toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau et il y a une espèce de grâce, il y a un côté félin, il y a un côté killer aussi, parce que le mec, il tuait des matchs à lui tout seul et ouais, c'est Michael Jordan, quoi. Ça t'a donné envie de pratiquer le basketball ? Ouais, j'en ai fait pendant peut-être entre 15 et 20 ans quand même. Okay. Donc de mes 14 ans à mes 30 15 ans, du coup 15 ans. Comme ailier fort, donc ailier rebondeur. Donc même si j'aimais Michael Jordan, je n'avais pas le talent pour jouer comme Michael Jordan. Donc j'avais un modèle qui parlera peut-être aux plus anciens, qui s'appelle Charles Oakley des New York Knicks, et qui était ailier rebondeur. Voilà, un peu le bras droit de Patrick Ewing à la grande époque des New York Knicks. Et moi, je suis un peu travailleur de l'ombre, c'est-à-dire le mec qui fait les écrans, qui fait les passes décisives et qui prend les rebonds. Je marquais des points, m'intéressais pas trop, et en plus j'étais pas doué pour ça. Donc voilà. Mais j'ai fait ça pendant 15 ans. Ouais. D'accord. Et alors après, le cinéma commence à devenir la plus grande partie de ta vie. Comment Ouais. y est introduit au-delà d'aller au cinéma et de regarder des films? Et en fait, la manière dont ça s'est passé, c'est que donc évidemment, nourri au cinéma comme je disais, abonné à pas mal de choses, mais finalement c'est là où le côté pop culture est important en tout cas dans ce qui me constitue, c'est que j'étais évidemment abonné à Première, Studio et tout ça, mais finalement ce qui m'intéressait plus c'était Mad Movies sur les films d'horreur, il y avait SFX sur les effets spéciaux, il y avait Impact sur le cinéma d'action, donc j'étais quand même dans une culture très vidéoclub. Et donc en fait j'avais l'envie de creuser ça, donc je me suis lancé dans des études de journalisme après le bac. Mes 2 premières années ont été très costauds et ça m'a donné une espèce de culture générale hyper intéressante, je pense nécessaire à tout journaliste. Et puis après j'ai changé d'université, je suis allé à l'université Paris 2 où on peut pas dire que nos journées étaient très occupées, hein, voilà. En gros je pense qu'on avait 10 heures de cours par semaine. Et je me suis rendu compte que je passais ma vie au cinéma. C'est-à-dire que quand j'étais pas en cours, je passais ma vie au cinoche. Et donc à un moment, une année, j'ai fait première année comme ça, deuxième année, puis je me suis dit, bon, il faut peut-être que tu essaies d'en faire ton métier, quoi. Donc peut-être contacter des gens pour des piges ou au moins pour des stages pour voir à quoi ressemble ce métier. Là, on est en quelle année Donc là, on est en 99-2000 à peu près. Ouais, donc là, Allociné, c'est un service téléphonique? Non, c'est un site, mais qu'on est vraiment au tout début. Parce que en fait, le Allociné, c'était 93, le téléphone, et le site, c'était 97. Donc là, vraiment, de 99, on est un peu au début. Et arrive justement en ce moment où il y avait les premiers ordinateurs, accès à Internet et tout ça. Et notamment, moi, j'avais un ordi chez moi, mais je crois que j'étais jamais trop allé sur Allociné. Et un jour, complètement par hasard, dans ma fac, je me souviens vraiment du jour, parce que ça a été un coup de foudre. Je suis tombé sur ce site, jaune et noir, cinéma, sur un nouveau médium naissant qui était le web, quoi, le digital. Et j'ai fait, putain, je veux bosser là. Coup de foudre professionnel. Et j'ai eu la chance, et c'est là quand je parlais de chance tout à l'heure, d'avoir quelqu'un de ma promo qui terminait un stage chez Allociné, qui m'a donné le bon contact. Donc j'ai contacté la rédactrice en chef, Véro, que je salue, et elle m'a donné rendez-vous tout de suite, et je crois que ça a matché, et elle a senti que j'avais un truc à apporter à ce projet, et surtout que j'avais une envie folle de cinoche, et puis une envie folle d'apprendre. Et en fait, je suis rentré en stage, et ce qui devait être un stage à mi-temps, en fait, je passais sur place plus de temps que les permanents. C'est-à-dire j'étais là de 8h à 22h tous les jours. Je me disais, tant que t'es là, tu bouffes tout ce que tu peux, que ce soit écrire, apprendre ça, comment ça marche, passer
passer des fois, je sais pas, une journée avec un cadreur ou avec quelqu'un qui fait du montage pour comprendre comment il Personne travaille. t'avait dit que les stages, c'était juste fait pour valider son UV. Ouais. Non, moi, le truc c'était... Et en fait, en 15 jours d'Allociné, j'ai appris plus qu'en 4 ans de fac, quoi. Évidemment, la fac, comme je disais, m'a donné un bagage de culture G, mais par contre, sur le comment faire mon métier, comment écrire, comment titrer, comment décrocher son téléphone pour trouver un contact ou machin. En fait, en étant les mains dans le cambouis, c'est là qu'on apprend le plus. Et je suis arrivé à un moment où soit je continuais mes études, soit je restais chez Allociné. Et en fait, j'ai décidé de ne pas être diplômé. Donc en fait, je me suis dit non, mais voilà, passe à plein temps, ça va le faire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour des raisons très très administratives, d'un côté sur Allociné, les embauches étaient bloquées parce que rachat et tout ça, et de l'autre côté, ma fac, au bout de la 3e convention, a dit à Allociné, bon le petit gars, soit vous l'embauchez, soit vous le dégagez. Et donc du jour au lendemain, le rédacteur en chef de l'époque, il m'a convoqué, il m'a dit, Johan, je suis désolé, il faut que tu partes ce soir. Et donc d'un côté, j'avais lâché mon diplôme, et de l'autre côté, je me retrouve sans taf. T'avais lâché la fac pour une start-up. Exactement. Sur un modèle, le web qu'on connaît pas. Exactement. Qui n'existe pas. Et je me retrouve sans taf. Sans taf. Et moment horrible de ma vie qui a duré 3 mois, j'étais sur le canapé en me disant putain mais c'est pas possible, j'ai tout raté. Heureusement j'ai eu des proches, ma chère et tendre, mon frère et tout ça qui m'ont un peu reboosté. Et j'ai eu la chance d'avoir les gens d'Allociné avec qui j'avais bien accroché, donc le rédacteur en chef et la responsable éditoriale, donc qui travaillait en binôme, et en fait qui je crois avait repéré un truc, en tout cas dans mon attachement à ce boulot et à cette marque en particulier, et en fait ils ont eu la chance de me rappeler 3 mois après, pas la chance, j'ai eu la chance qu'ils me rappellent, 3 mois après. Bah, visiblement, la suite peut-être, l'inverse c'est vrai aussi. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'ai été extrêmement chanceux et je les remercierai jamais assez, et en fait ils m'ont appelé et ils m'ont dit est-ce que tu veux nous rejoindre? Par contre, c'est pas le poste dont tu rêves, donc c'était pas un poste de journaliste, c'est un poste de secrétaire de rédaction, donc c'est un métier qui existe surtout dans la presse écrite, plus trop dans le digital, mais en gros, c'est les gens qui relisent ce que font les journalistes, donc c'est-à-dire correction de fautes, remise en forme, un peu maquettage et tout ça. Et donc potentiellement frustrant pour moi. Donc au début, comme un petit con que je suis à l'époque du haut de mes 21 ans, je fais non mais moi je fais pas ça, j'ai signé pour être journaliste. Et du coup il y a ma femme et mon frère, ils m'ont dit tu fermes ta gueule et tu y vas, parce qu'en fait quand on est sur le bateau, on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est exactement ce que m'ont dit les gens d'Allociné, ils m'ont dit viens sur le bateau et le bateau peut surtout sur le digital, peut nous emmener dans plein d'endroits. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partager aussi ce message, de dire des fois en rentrant par la fenêtre, on arrive encore plus au but qu'on s'était fixé. Ouais, quand on parle, ça m'évoque une trajectoire d'entrepreneur, alors que c'est dans les faits du salariat. Et du coup, la décision de faire un stage, la décision de quitter sa fac pour... Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Faire un job qui n'est pas le sien parce qu'il faut parce qu'on croit dans l'aventure. Enfin, il y a tout ce côté débrouillardise. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte en étant dans cette position-là, elle m'a beaucoup plus appris que finalement si j'avais eu un poste de journaliste, parce que poste de journaliste je n'aurais fait que tirer le fil de ce que j'avais appris pendant mon stage, et là d'un coup je me retrouve à un nouveau truc que je dois apprendre, et surtout aux côtés du rédacteur en chef et de la responsable éditoriale dans le même bureau qu'eux, et donc je vois comment on gère une rédac, comment on gère une ligne éditoriale, comment on gère des gens, comment on gère des budgets, comment on gère des problèmes, et c'est hyper intéressant, et j'ai passé 2 ans et demi à leur côté, où en fait ils m'ont nourri tous les jours. C'est ça, exactement. Et ça m'a montré aussi, parce que de plus en plus, il me laissait un tout petit peu prendre la main, comment me confronter à des gens plus âgés que moi, qui avaient un peu plus de bouteilles, et pour leur dire, bah non, là, ton article, reprends-le, ou là, c'est mal écrit, vérifie oui, parce tes que sources. Quand on a 21 ans corrigé, journaliste. Exactement, qui est-il, d'où vient-il, et pour qui se prend-il, et j'entends parfaitement. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de prendre cette espèce de confiance qui, en plus, vous avez vu que capillairement parlant, la nature a fait de moi un monsieur qui a les cheveux gris, qui me rend un peu plus vieux que ce que je suis en réalité. Et du coup, aidé par ça, ça m'a permis de prendre confiance et de me dire non, mais t'as toute ta place, et puis essaye de construire ça. Et on a bossé comme ça ensemble jusqu'en 2003. 2003, éclatement de la bulle Internet. Allociné qui appartient au groupe Vivendi charcle dans beaucoup de branches, et donc Allociné passe à peu près de 120 personnes à 25,
Donc, 120 personnes à 25. c'est beaucoup. C'est beaucoup, avec un très bon plan social. Hein. Il y a beaucoup de gens qui voulaient en profiter pour partir vers de nouvelles aventures et tout ça, c'est très bien. Ouais, Et tu regardes à gauche et à droite une fois que le plan est terminé. ouais, il y a plus grand monde. Bizarre. Et du coup, donc ces deux personnes que je vais citer quand même, parce que François-Régis Gaudry, qui aujourd'hui est dans la cuisine, voilà, qui est la grande voix de la gastronomie en France, qui était voilà, l'ancien rédac-chef d'Allociné, et Nathalie Beau, que je salue. Et en fait, ils ont dit, ok, il faut que ça soit Johan qui reprenne le truc et qui reconstruise un peu le Allociné d'après cette espèce d'éclatement, quoi. Et donc en fait ils m'ont proposé, au début évidemment pareil, j'ai fait mais non, mais je sais pas pourquoi, du coup je vais être en contact avec les patrons, j'ai pas envie de leur parler, machin. Ah oui. Voilà, et ils m'ont dit tais-toi, pareil encore une fois, souviens-toi du monde dans le bateau, on sait pas où ça mène. Et voilà, et donc j'ai eu l'honneur, et vraiment, et je prends ça comme un honneur de récupérer le poste de rédaction en chef en 2003. On était 4 au sein de la rédac était passée de 15 à 4 personnes. Et on a tout reconstruit à partir de 4 personnes pour arriver aujourd'hui. Moi j'ai quitté Allociné l'an dernier, mais aujourd'hui la rédac c'est 30 personnes à peu près. Et comme tu disais, avec au passage plein de formats, aussi de nouvelles façons de parler de cinéma, mais aussi de streaming et de séries télé qui sont venus s'ajouter à tout ça. Et donc voilà, donc ça a été une aventure professionnelle complètement folle, que j'ai essayé de résumer au mieux. J'étais un peu long, mais j'espère que voilà, ça donne un aperçu de tout ça. Alors du coup, qu'est-ce qui est le moteur? Parce qu'on voit qu'il y a un aspect... Tu disais que c'était pas spécialement... Je t'ai pas utilisé ce mot-là, mais t'es pas forcément dans la case intellectuelle, de la réflexion pour la pure réflexion, de la théorie. Mais quand même, il y a cette idée de journaliste qui est importante. Ouais, tout à fait. De bien travailler, des faits, enfin je sais pas comment tu le définiras. Il y a une deuxième case qui est une case un peu créative. Exactement. Tous ces contenus, tous ces formats et puis d'autres parties de ton parcours, j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses autour des jeux télé aussi. Ouais, en tout cas, case créative. voilà, j'essaye de trouver des idées. Et finalement, j'ai l'impression que là où tu as éclos, c'est presque plus un job de dirigeant ou de producteur ou de manager. Ouais. Et donc, comment tu te situes par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui, toi, te motive? Ouais, il y a beaucoup de questions très intéressantes Ouais, alors, si je prends dans l'ordre, qu'est-ce qui me motive? Je crois qu'en tout cas, quand j'ai voulu faire ce métier, il y avait l'idée et que d'ailleurs qui me fait toujours vibrer, de m'inscrire dans une chaîne de transmission. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie qu'on retienne Johan Sardet dans l'histoire du monde, c'est pas ça qui est important. Par contre, à un moment, ma dernière par contre, d'avoir joué mon rôle dans une chaîne de savoir et de transmission et d'information et de transmission de la passion du cinéma, je crois que c'est un truc qui est hyper important pour moi, de la même manière que des gens comme, je sais pas, Pierre Tchernia, Jean-Pierre Lavoignat, Laurent Veil, Laurent Cotillon, quand il était à Ciné Live, en fait, je lisais ce qu'ils faisaient, tous ces gens-là, toute l'équipe de Mad Movies, et en fait, ces gens-là m'ont nourri, et donc c'est à mon tour, à mon petit niveau, de m'inscrire là-dedans. Donc je crois qu'en fait, il y a quelque chose vraiment là-dedans qui fait sens pour moi. Et après, comme tu disais, je crois que, en tout cas, je m'en doutais pas en prenant le job, parce que c'est vrai que quand on dit, déjà, c'était pas un plan de carrière d'être rédac-chef, et en fait, on sait pas trop ce que ça veut dire d'être rédac-chef. Est-ce que c'est le mec, comme on voit dans Spider-Man, là, qui a un cigare, qui a envoyé le photographe, et machin, on sait pas. J'espère que c'est ça. Tu veux me dire que c'est comme ça? Hélas, non. Et là, c'est tant mieux, parce qu'en fait, je me suis rendu compte encore plus, peut-être dans un média où il fallait tout fabriquer, que en fait j'ai pu toucher à tout, et tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire je pouvais me dire le lundi matin on fait des plannings, donc un truc très administratif, process, machin, mais l'après-midi je vais écrire un peu, le lendemain il y a un tournage, je vais le faire, mercredi on va inventer un format, et donc en fait là où c'était potentiellement plein de métiers séparés dans des structures énormes comme la télévision ou des médias de presse écrite, et ben en fait là on avait nous en mode start-up et en mode digital le fait de dire ok, on a tous ces champs d'intervention à disposition, et amusons-nous. Et on a eu la chance à ce moment-là d'avoir un patron qui nous a quittés il y a 2-3 ans, et qui a été un vrai choc pour nous, qui s'appelait Grégoire Lassalle, et qui a été si vous cherchez son nom, mais vous verrez, il a aussi je pense qu'il aurait eu sa place dans ce format, parce qu'il avait un parcours complètement fou. Il était ancien clown, ensuite il a été producteur en tout cas il a travaillé dans le cinéma, après il a tenu une salle de cinéma, il a été exploitant, ensuite il a été commercial chez Allociné, patron d'Allociné, producteur de films, enfin voilà, une espèce de vie, je crois qu'à un moment il a été jardinier de Jérôme Sédou chez Ça ressemble à quelqu'un qu'on va inviter. vie improbable. Et ce monsieur avait toujours justement été dans ce truc de dire on prend la vie comme elle vient, et on essaye des trucs. Et je me souviens vraiment, et ça a été souvent, nous on a résumé ça, c'était l'âge d'or d'Allociné, donc c'est-à-dire la période 2003-2013.
C'est-à-dire qu'en fait, on passait la tête dans son bureau. C'était pas un mec au 12e étage de la tour, c'était le bureau d'à côté. Et on lui disait, Grégoire, on a envie de faire un truc qui s'appelle Fort Accord, c'est sur les gaffes dans les films. Ok, faites-le, on verra. Et voilà. Et faites juste ça. En fait, un go en une phrase. Et puis une semaine après, on lui dit, ça ressemble à ça. Putain, c'est trop bien, les mecs, on met en ligne. Ok, trop bien. Et puis s'il y a des trucs à changer, on les changera en cours de route. Et donc, pas de business plan, pas de surétage de validation comme on peut connaître parfois dans les médias et autres. C'est en fait juste quelqu'un qui était dans la même dynamique que nous, de dire on a la chance d'avoir cette cour de récréation, donc amusons-nous et testons des trucs, quoi. Et quand on teste et qu'on se met finalement pas trop de barrières ni même d'objectifs, en fait c'est là où ça réussit mieux. J'ai l'impression, en tout cas moi l'expérience m'a appris ça. De toute façon, nous, on analyse beaucoup les business. Et un business déjà, une start-up, qui démarre à l'ère du téléphone, qui, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, Allociné au départ c'est 40-30-20-10, 01 40-30-20-10. D'où ce logo et ce nom, voilà, qui est donc un appel téléphonique pour avoir les horaires des cinémas. Et allô, ciné, quelle heure? Et donc pour pouvoir changer, saisir l'opportunité du web et réaliser qu'il va y avoir des médias web alors que ça n'existe pas. Exactement. C'est donc on a globalement une prise de risque dans l'entreprise qui est validée. Ouais, Ils prennent des risques à toutes les échelles. J'imagine que ça c'est se dilue, plus on grossit, et puis quand on est dans Vivendi ou autre, après il y a d'autres enjeux, d'autres pressions. Mais ça me paraît pas étonnant que vous ayez eu quelqu'un qui dise prenons un risque dans ce genre de boîte en tout cas. Ouais, exactement. Pas dans d'autres genres de boîtes parce qu'en fait. Tout à fait. C'est parce qu'après je sais qu'il y a des cycles dans les. En tout cas, je pense que tu sauras mieux que moi, mais il y a le cycle des créateurs, ensuite il y a le cycle le cycle industriel, et après je crois ou le cycle des mercenaires. Après, il y a tout et nous on a eu la chance de connaître le cycle des créateurs, quoi. C'est-à-dire de dire la feuille est blanche. On peut faire des trucs, alors oui, on va beaucoup bosser, mais on a moyen d'en sortir quelque chose qui à minima nous plaira et qui, ça se trouve, marchera. Puis là, avec le recul, on parle des formats qu'on réussit. J'imagine qu'il y a aussi des choses que vous avez échoué. Oh, dingue. Dans le cimetière. Le cimetière, il est très très rempli. T'as un regret sur une idée qui aurait dû marcher, qui était peut-être pas au bon moment? Je pense que j'ai toujours dit parce qu'en fait, comme on se ressemble, j'ai un grand frère qui s'appelle Gabriel et on fait à peu près la même taille, on a tous les deux les cheveux blancs et tout ça, donc en fait les gens nous confondent. Et souvent, tu parlais de l'idée barrée qui va arriver. Non, tu parlais de Mersiki en intro, et en fait Mersiki c'est son idée à lui. Et pareil, il a fait après une série qui s'appelle Dedans Allociné, qui était en fait presque comme The Office, mais avec les vrais gens d'Allociné, c'est-à-dire une fiction jouée par les employés. C'est un truc qui n'existe pas. Et en fait, à la fois Mersiki et à la fois Dedans Allociné, en fait, c'est des trucs qui sont nés. C'était quoi? C'était 2005, je crois, pour Mersiki, et Dedans Allociné 2008. En fait, donc avant les réseaux, avant même YouTube presque. Et je pense que si on les faisait aujourd'hui, ça serait un carton monstrueux. Donc c'est pas tant des trucs que j'ai inventé moi, c'est plus je regrette presque que lui ait eu ces idées-là trop tôt. Qu'est-ce qui a changé qui fait que ça marche maintenant et pas à l'époque? Pour quelle raison c'est plus adapté à aujourd'hui? Parce que les gens connaissent pas, et je pense que s'ils avaient vu une boîte qui se met en scène où en fait le patron, le fameux Grégoire, jouait une espèce de surversion de lui-même complètement presque trumpiste un peu dans le truc, et en fait qu'un patron, parce qu'on sait que l'image d'un patron c'est quand même quelque chose d'assez touchy, voilà, et en fait qu'un patron joue comme ça avec sa propre image et en fait donne la réplique à ses employés, voilà, mais il y avait des répliques lunaires, je me rappelle, il prenait un micro comme un peu comme à la SNCF, là il faisait machin, vous êtes viré sur la musique de Supercopter. Il y avait un plan d'un gars qui prenait ses affaires et qui quittait sur la musique de... Voilà. Il y avait que des idées un peu lunaires comme ça, mais filmées avec des vrais gens. Et ce truc de dire on a fait The Office en vrai, tu vois, aujourd'hui... Dans notre propre boîte. Voilà, ça serait fou, quoi. Et voilà, et pareil, et ça a amené des trucs... Il y avait un épisode de Mersiki. Donc Mersiki, en gros, c'était une émission qui racontait les anecdotes à connaître autour d'un film. On avait fait, je crois que c'est le dernier épisode sur Slumdog Millionnaire. Et on s'est dit, dernier épisode, il faut qu'on finisse en Corée bollywoodienne, forcément. Et je me souviens du jour où Grégoire m'a dit, Johan, je t'ai acheté le DVD, tu le regardes ce soir, tu nous bosses la Corée, et demain, la journée, tu la prends à tout le monde. Un patron qui vous dit ça, en plus qui a vidé son propre bureau, parce qu'il avait un grand bureau, il dit, j'ai vidé toutes les chaises et tout, tu réunis tous les employés qui veulent, et on apprend la Corée toute la journée, et le soir, on tourne. Quel patron dit ça? Je ne sais pas.
C'est ça. Et du coup, l'ambiance dans les bureaux était Incroyable. cette Et fraternité. Enfin, ouais, c'est ça, c'est une espèce. Quelle est la prochaine connerie qu'on va tous faire? Exactement, une espèce de il y avait à la fois un côté très famille. Souvent, voilà, moi je revois des anciens d'Allociné et tout ça, et on se rend compte que tous ces gens-là dans leur vie, ça a été un moment particulier. Ça a été un boulot pas comme un autre. Ça a été une réunion d'humains pas comme les autres. Et ça a été complètement fou. Et effectivement, je me rappelle de ce jour, on se retrouve tous à danser voilà, dans l'open space façon Bollywood. Il y a une autre fois pour Noël, on avait fait une course-poursuite de Père Noël, enfin quatre Pères Noël qui se tapaient dessus, qui se battaient au milieu des employés dans les bureaux. Et à chaque fois, voilà, il y avait toujours une caméra à portée de main et une espèce de tournage un peu commando. Et en fait, c'est incroyable d'avoir eu la chance de faire ça, quoi. Alors, du coup, ça m'évoque une question. Quand on est dans un système comme ça, j'ai l'impression que ça donc, génère votre créativité. Puisque tout est possible, tout est permis. Exactement. Les échecs sont pas si graves, il y en a, mais c'est le jeu. Comment tu tries, du coup, j'imagine qu'il y a un faisceau, plein d'idées arrivent entre les tiennes, celles de tes collaborateurs et que ça rebondit. Comment vous triez? Comment vous savez ce que vous faites partir en prod? C'est une bonne question. Je pense que ça venait du côté... en tout cas, très vite, ce qu'on a identifié dans les formats, c'est que, contrairement peut-être à ce qui se faisait en télé ou en radio, il y avait en gros des émissions de cinéma. Mais en fait, émissions de cinéma, il y aura un peu de critique, il y aura un moment une interview, machin. Nous, on voulait tout sauf ça. Je sais pas pourquoi, mais on a pressenti que le digital devait être très très anglais. Et donc en fait on s'est dit ok, première émission c'est la minute, ça dure 1 minute et c'est les infos du jour. Deuxième émission ça s'appelle Tueur en série, c'est des mecs qui décryptent les séries télé, mais ils sont tellement bons que c'est des tueurs en série. Troisième émission, merci qui, les anecdotes, machin, et on arrive à fort accord, à un moment on se dit ok, on va faire un truc sur les gaffes dans les films. C'est très spécifique et normalement quand on vend ça, je sais pas si on était en télé, personne ne signe pour ça. C'est-à-dire on va faire un truc sur les gaffes dans les films et en fait sur le digital ça prenait sens. Et donc pour en revenir à ta question, je pense que chaque fois un des leviers c'était est-ce que l'angle est assez direct et est-ce que c'est pas juste on va parler de Cinoche et on verra bien parce que dans ces cas-là on le fait même pas. Et après il y avait le côté évidemment faisabilité parce que des fois on peut avoir des idées incroyables mais après il y a des faisabilités pas possibles. Par exemple on avait réussi à le mener au bout grâce à un sponsor mais à un moment on avait eu l'idée de faire une émission sur les lieux de tournage cultes. Et donc en fait ça ne marche que si on a un avionniste, enfin je sais pas comment on dit, quelqu'un qui nous paye les billets quoi, pour aller à New York, machin, etc., pour tourner sur les lieux de tournage culte. Donc un avionniste, ça a l'air bien. Ça, où est-ce qu'on trouve un avionniste? je sais pas comment dire, une compagnie aérienne, hein, voilà. J'aime bien dire avionniste, ça fait très voilà. Et donc voilà, donc il y avait la faisabilité ou pas. Et je crois que le dernier truc qui nous a aussi beaucoup drivé, c'est qu'on voulait toujours être dans, je sais pas si le mot existe encore aujourd'hui, mais dans ce que moi j'appelle l'infotainment. C'est en fait, oui, en fait, tout ce que vous entendrez dans le truc sera vrai, journalistiquement avéré et tout ça, et puis vous allez apprendre des choses, et en même temps, vous allez vous amuser parce qu'on va rajouter des petits bouts de fiction. Et par exemple, quand on a créé la minute, la première version, c'était de juste une voix un peu sobre qui dit Jim Carrey va jouer dans tel truc, machin a gagné au box-office. Et au bout de 2 émissions, on fait putain, on s'emmerde, les gars. Et donc en fait, direct, on a dit ok, on va mettre 2 gars. C'est pas nous qui avons inventé la logique du clown blanc et de l'Auguste, mais en gros c'était il y en a un qui s'y connaît vachement, qui est un peu sérieux, et l'autre qui est un peu le débile et qui va poser des questions ou faire des jeux de mots ou glisser des vannes et tout ça. Et donc c'est là où on a créé cette espèce de dynamique de la petite voix et la grosse voix, qui du coup a trouvé après des échos dans Fort Accord. C'est venu assez rapidement de dire ok, si on doit faire un truc sur les gaffes dans les films, faut pas que ça soit comme un diaporama de mariage un peu chiant, il faut que ça soit 2 gars, et c'est là où mon frangin rentre, parce que lui il a un esprit très fécond, et il fait ok, ces 2 gars qui s'appellent Michel et Michel, il y en a un qui vit dans sa cave, limite enchaîné à son magnétoscope, il analyse voilà, toutes les images, il est vraiment un peu fou, et l'autre c'est un peu celui qui fait le lien avec les spectateurs, c'est quelqu'un qui est un peu plus normal, mais qui aime bien l'autre Michel quand même. Et en fait voilà, et ce côté fictionnel, et de se dire, au-delà du cœur de l'émission et du fait qu'on a appris des infos, en fait, on imagine que ces gens-là se connaissent vraiment, son pote avant, son pote après. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la structure de Fort Accord, on a vraiment fait ça, elle est scindée en 3 parties, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pay-in, c'est-à-dire on a l'impression de les choper au milieu d'une conversation qui n'a rien à voir avec l'émission. À un moment, donc on va dire mon Michel qui fait non mais bon c'est bon, allez on y va. Et donc là on lance l'émission et à la fin on reprend la discussion qu'il y avait eu au début. Et donc en fait il y a cette espèce de début et de fin qui crée une espèce d'imaginaire.
Et voilà. Et donc je crois qu'en fait, voilà, c'était une longue réponse pour te dire un peu ce qui nous drivait. Et puis aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé parce qu'il y a beaucoup d'incarnations avec les réseaux notamment. Mais nous, on avait très envie aussi d'être au service du contenu et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de contenu en voix off. De visage, ouais. Voilà, en fait, de dire c'est les voix qui vont être importantes et le plus important, c'est pas qu'on voit ma tronche, c'est en fait qu'on retienne ce que j'ai dit et qu'on se soit marré au passage, quoi. Voilà, c'était ça. Il y a un cadre quand même de format, ouais, exactement, de ton, ouais, exactement, qui drive tout et sur lequel vous faites pas de compromis. Après, tout va, tant que ça rentre dans le cadre, tout est ok. Exactement. Et des fois, ça marche pas, et des fois, ça marche. Ouais, super intéressant. C'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est magique les communicants. Ah ouais, non, Ouais. c'est. mais des fois, il y a des trucs. Fort Accord, c'est un peu un. Des fois, des gens me demandent voilà, comment ça a été créé, machin. En fait, c'est un espèce d'alignement de planètes, juste de gens peut-être qui se sont pas trop posé de questions. Ok, on a un sujet, les gaffes. Ok, on veut le faire comme ça. On a un monteur-réalisateur qui amène les codes du journalisme sportif, là, avec les avant, arrière, accéléré, ralenti, les ronds jaunes et machin. Et en fait, quand on met tout ça bout à bout, ça pourrait être un four, comme ça pourrait marcher, quoi. Et en fait, le jour où on met en ligne Fort Accord, nous, on se dit bon. On verra déjà, si les ayants droit nous tapent pas dessus, parce qu'on a quand même joué avec leur film. 2, est-ce que les gens vont aimer notre humour un peu spécial? Et puis, ça se trouve, on en fera 2 ou 3, et puis on s'arrête là. Et en fait, dès le premier épisode, le truc nous dépasse complètement. Et donc, c'est une espèce de miracle digital, et qui veut pas dire qu'on est plus doué que les autres ou machin. Il y a une espèce d'alignement de planète à un moment qui fait que ça le fait, quoi. Bah, c'est aussi le travail d'un créatif, c'est de... Ouais, mais après, des fois, c'est un peu inexplicable. Tu dis, moi, je le verrais bien comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'intuition. Ouais. Et voilà, je pense que l'intuition de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans le milieu a de la valeur. Oui, peut-être aussi, ouais, peut-être aussi. Après, tu sais pas expliquer d'où, mais tu n'aurais peut-être pas eu la même idée si tu n'avais pas eu le même parcours. Exactement. Et alors, tu as mentionné tout à l'heure un diaporama de mariage, donc ça me fait penser quand même à une anecdote. Ah, la transition était même pas prévue. Ah, t'es fort, bravo. il est fort, cet homme est fort. Ah, je suis à l'affût. Donc, parle-moi un peu de la séparation entre ton métier créatif et ta vie perso. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que ma femme, en fait, c'est marrant, je suis rentré chez Allociné l'année où on s'est mis ensemble. Donc en 2000, j'avais 20 ans. Je suis toujours avec cette personne que j'aime de tout mon cœur, qui a été très patiente avec moi. Et donc en fait, ça a été un peu mes deux amours, quoi. C'est-à-dire que j'avais ma vie privée et Allociné qui empiétait beaucoup. Pour vous donner un exemple, lors de notre voyage de noces, à un moment, je lui ai dit, écoute, faut que j'aille dans la salle d'internet de l'hôtel là, parce qu'il faut que je regarde mes mails, il faut que je vois si tout va bien, machin. Donc voilà, je travaillais tout le temps. Et du coup, en plus, comme c'est sur une passion. Au bout d'un moment, tout se mélange. Tu sais plus trop, est-ce que je vais voir un film pour le plaisir, machin, etc. Et donc voilà. Et donc, pourquoi on en vient là? C'est que le moment où ça s'est le plus mélangé, mais au final, ça a donné un résultat très très cool, c'est que quand j'ai décidé de la demander en épousailles, elle m'a fait je te lance un défi, je suis sûr que tu n'y arriveras pas. Elle m'a dit tu serais pas capable d'avoir Denzel Washington qui nous souhaite un bon mariage, parce qu'on adore Denzel Washington. Je fais ok, j'entends ton défi, on va tenter de le relever. Et ce que je lui ai pas dit, c'est qu'en fait, le défi m'a inspiré l'idée de me dire tous les gens qu'on va rencontrer pendant 1 an, on va leur demander un message pour Caroline. Et donc en fait, tous les gens, il n'y en a pas un seul qui a refusé, et j'ai été aidé par tous les autres journalistes de la rédac, je leur ai expliqué mon projet, et à chaque fois qu'il y avait une interview, c'était on a quelqu'un dans l'équipe qui se marie, c'est Caroline et Johan, est-ce que vous auriez un message? Et on a eu les plus grandes stars, quoi. On a eu et des fois ça s'est même fait sur des tapis rouges. Normalement, voilà, pour les gens qui connaissent pas, mais un tapis rouge, c'est pas dans un cadre d'interview posée. C'est potentiellement on a une question à l'arrache à la personne et puis après elle passe à autre chose. Et moi je me souviens d'avoir fait des tapis rouges. Je crois que c'était avec Matt Damon et Brad Pitt notamment, où en fait je leur pose la question machin et au moment où ils s'en vont, limite je les rattrape. Je fais j'ai une dernière question. Je me marie l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez faire un message à ma femme? Et tous les mecs à chaque fois se marraient, éclataient de rire, enregistraient. Et donc on a mis tout ça en boîte et au final on a fait une compile qu'on a diffusée le jour du mariage avec une petite intro que je voulais justement très très ringarde pour un peu la prendre par surprise. C'est que du coup je m'étais filmé j'avais commencé par justement un côté de très diaporama de mariage avec des photos de nous avec des vieux fondus tout pourris tout ça, et puis moi qui fais ma chérie nous sommes réunis en ce jour machin pour se dire oh là là ça va être un message un peu pénible quand même. Et là Eric et Ramsey qui avaient accepté de jouer le jeu du truc s'incrustent dans l'image et ils font bah Johan qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui c'est le mariage de voilà. Et là en fait on part sur un autre délire en disant ok t'as voulu me lancer un défi, bah voilà ce que ça donne. Et c'est assez rigolo parce que je me souviens de sa tête déjà, c'était très marrant. Et nos enfants qui commencent à être ados aujourd'hui, pendant qu'ils étaient petits, ils s'en foutaient de ça. Des fois, on a essayé de leur montrer, je sais pas qui sont Will Smith ou Dwayne Johnson ou machin. Et aujourd'hui, quand on leur montre, je me souviens de mon fils, il fait
C'est le mec de Jumanji. Ouais, ouais, papa, il connaît des gens, ouais. Voilà. Donc c'est assez marrant. C'est le mec de Jumanji. Voilà, d'un coup, on passe de parents cringe à parents un petit peu qui pèsent, quoi. Et c'est pas mal. C'est chouette. En poker, on appelle ça une surrelance, quoi. Ouais, c'est ça. T'as lancé un défi, t'as fait x10. Alors, t'es aussi un aventurier, t'es allé voir les bonhomos. Ouais, alors aventurier avec un petit A parce que j'ai quand même la trouille, mais j'ai eu cette chance-là d'avoir 2 expériences sur 2 continents différents, moi qui voyage pas beaucoup. La première, c'était au Congo. Pour la sortie d'un documentaire consacré aux bonobos et en fait qui se passait autour d'une réserve. C'est pas vraiment une réserve, en tout cas c'est plus un sanctuaire. Voilà, un sanctuaire, c'est le bon mot, qui recueille des bonobos blessés ou braconnés et qui les soigne et les réintroduit à la vie sauvage. Et donc en fait, un jour le distributeur nous appelle et me dit Johan, on sort ce documentaire, ça te dirait pas de partir au Congo sur les traces des singes? Oui. Oui. Ok, mais tu sais qu'il faut faire 28 vaccins, machin. J'y vais quand même. Donc déjà, expérience très étrange, humainement, de me retrouver dans une culture complètement différente et tout, mais c'était fou. Et il y a cet endroit qui est une espèce de havre paradisiaque. Et je me souviens, on avait vu quelques singes de loin, notamment dans les nurseries et tout. Et à un moment, ils disent, on va aller voir les adultes. Et là, on quitte le sanctuaire pour aller dans la jungle. Et en fait, dans la jungle, on commence à marcher. Et là, on entend des branches qui craquent, puis vraiment des ombres dans les branches. Ça ressemblait vraiment à un film, quoi. Avant qu'on voit le dinosaure de Jurassic Park débarquer. Et à un moment, on se dit, ok, 1, on n'est pas tout seul, et 2, je suis pas chez moi. Et on arrive à un moment où on tourne dans une clairière, et là, tout le clan des bonobos qui nous attend. Avec le regard fixé sur nous, mené par une matriarche, parce que c'est des clans menés par des femelles. Et donc il faut savoir, le bonobo, au-delà de son appétit sexuel démesuré, en fait c'est le singe le plus intelligent et le plus proche de l'homme. Et expérience incroyable, parce que donc il y a ces moments où on se regarde, et puis il commence à venir vers nous, et puis moi il commence à prendre mes lacets, à les défaire. À défaire la ceinture. Il n'y a pas un faux raccord là? Non. À essayer de comprendre comment. Non, mais presque de comprendre comment ça marche. Et j'ai eu un moment incroyable, c'est-à-dire que moi j'étais avec une caméra, avec un écran là sur le côté, un écran LCD, et à un moment je vois la matriarche qui vient et qui regarde comme ça l'écran et qui fait ça, et plusieurs fois comme ça, comme si elle comprenait que c'était un truc qui captait le réel. Et là tu fais... Ok, on a une connexion toi et moi. Après, elle m'a fait flipper parce que elle a mis sa main sur le pied de ma caméra et en fait, ça mesure 80 cm de haut, mais c'est genre un étau le truc, c'est que du muscle. Et il nous avait dit, ne faites jamais de gestes brusques. Voilà, c'est des animaux très pacifiques, mais par contre, s'ils mettent la main sur un truc et que vous leur arrachez, pour eux, c'est une agression. Et notre dernier soigneur, il s'est fait arracher le nez. Un coup de patte comme ça, le nez est parti, pour vous dire. Hein. Et donc là, je la vois qui met sa main sur ma caméra, je me fais, ok, comment je vais expliquer à Allociné qu'il y a une caméra au fin fond de la jungle du Congo, parce que je ne reverrai jamais cette caméra. Et heureusement, et donc moi j'ai essayé de l'enlever tout doucement comme ça, sans geste brusque, impossible de la bouger, mais vraiment, donc la petite bestiole faisait 80 cm. Et les soignants, heureusement, sont venus à mon secours, ont agité des fruits ou je sais pas quoi, et elle a fini par lâcher. Mais en tout cas, je garde de ce passage-là un truc incroyable d'humilité, de me dire, en fait, j'étais chez eux. Ils m'accueillaient chez eux et une connexion homme-animal qui était absolument dingue. Et après, j'ai eu la chance de vivre une autre expérience avec Allociné dans un festival qui n'existe plus, en Amérique du Sud, à Manaus, qui est pas la ville brésilienne la plus connue, mais on la résume en disant c'est la capitale de l'Amazonie, quoi. Donc c'est la grosse ville au cœur de la forêt amazonienne. Et il y avait à l'époque un festival. Peu organisé par la junte locale, hein, on va dire quand même. Donc en fait, ils rinçaient un peu les journalistes du monde entier pour venir machin. Donc nous, avec mon Michel, Vincent Garnier, on nous dit, vous voulez pas venir à Manaus en Amazonie? On fait bien sûr, oui. Forêt amazonienne, on vient tout de suite. Et on a eu cette expérience d'être pendant une semaine au cœur de la forêt amazonienne. Avec une fois, on est sorti en forêt amazonienne, et une fois, on est parti en pirogue. Voilà, un peu sur les bras de l'Amazone et tout ça. Et je me souviens qu'on était dans une espèce de rivière qui faisait, je sais pas, 5-6 mètres de large, avec des crocodiles, des anacondas, enfin voilà, des trucs vraiment dangereux, quoi. Et après, on arrive dans un espèce de lac avec une eau noire. C'est-à-dire que tu plonges ta main, tu la vois pas, quoi. Une eau un peu, pas boueuse, mais en tout cas une couleur très sombre. Et on nous dit, bah là, potentiellement, il y a des dauphins roses. Donc nous, mais tout le monde reste quand même sur les bateaux parce qu'on a vu des anacondas pas loin. Et puis il y a une première personne qui se jette à l'eau et je fais aller. C'est pas du tout dans mon tempérament et donc je me jette à la flotte.
Et là, tu nages et tu sais pas ce qu'il y a en dessous de toi. Ouais, parce c'est le que tout est noir. 50-50. C'est un dauphin rose ou un anaconde. Ouais, c'est ça. Et à un moment, un beau jeu, un bravo. truc vient dans mes pieds. Un truc vient dans mes pieds et je fais quand même une seconde où tu fais, c'est maintenant que ça s'arrête. L'aventure était sympa, c'était cool, t'as eu la chance de vivre plein de trucs, ça s'arrête maintenant. Et en fait, et là, je vois un espèce de museau de dauphins roses sortir. Et les dauphins roses sont venus jouer avec nous et j'imagine que c'était une sorte de... Ouais, un truc de sanctuarisé pour eux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des dauphins roses, les autres espèces viennent pas. J'imagine que c'était un truc comme ça. J'espère en tout cas. Mais souvent, je me souviens de ce moment en disant c'est un moment où tu aurais pu disparaître dans les profondeurs. Et au final, j'ai passé là encore un moment homme-animal incroyable, quoi. Donc j'ai eu la chance via Allociné de faire plein d'interviews, des tournages de films complètement fous, d'aller sur des tournages de films cultes. Mais par contre, ces deux moments-là très spécifiques et qui me ramenaient au réel finalement et à la nature ont été très riches, quoi. On est content que ça se termine bien pour pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Et du coup, si tu reviens un petit peu en arrière de quand tu étais enfant et que tu commençais à rêver de journaliste sportif ou De cinéma, basket, voilà. Ouais, et de cinéma, enfin les deux en parallèle, quoi. qu'est-ce que voilà, et tu voulais être journaliste et pas forcément producteur et enfin, tu avais toutes ces aspirations. Déjà, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pensé d'aujourd'hui? Tu vois, si un génie était venu te dire voilà ce que j'ai fait finalement, Ah oui, tu vas faire, ça non, t'aurait parlé? non, pas du tout. Non, parce que en n'étant pas du tout dans le milieu, j'avais un peu l'imaginaire qu'on peut voir à la télé au journal de 20h ou autre, l'imaginaire qu'on peut voir dans les films, dans Les Hommes du Président et tout ça, c'est des espèces de grand open space où il y a des mecs devant leur machine à écrire, le rédac chef qui dit « Il vient de se passer un truc à la Maison Blanche !» Et donc en fait, on dit comment on rentre dans cet univers, comment ça se passe, qui est-ce qui relit ce que je vais faire, qui choisit mon sujet, est-ce que je vais savoir assez bien écrire pour le faire, machin. Et donc en fait, c'était une espèce une envie, mais en même temps un rêve de je sais pas trop comment on fait, quoi. Donc, qu'est-ce que je penserais aujourd'hui? Je pense que je me dirais que c'est une autre personne. Voilà. Ouais, c'est parce que c'est une espèce de succession de portes ouvertes un peu improbables, quoi. Ouais, c'est improbable pour le Ouais, le changement. T'en surpris toi-même. Exactement. Et surtout, quand tu demandais au début quel a été un peu le truc, il y avait la chance et le kiff. C'est que mes frangins sont aussi enfin je dis mes frangins et ma frangine sont aussi fans de cinéma que moi. Je suis peut-être un peu plus taré là-dessus, mais bon, en tout cas, on a tous grandi avec ça. Et je me souviens qu'en fait, on se faisait, tu sais, nos classeurs de fiches d'acteurs, on découpait des affiches de films, on se collait des trucs. Il y a même des fois où on faisait semblant d'enregistrer des fausses émissions de radio, tu vois, on faisait des fausses interviews et tout ça. Et en fait, ça restait un truc très enfantin. Et en fait, de se dire, moi, c'est ce qui me touche le plus dans le succès de Fort Accord. C'est pas tant de dire on a fait des millions de vues ou machin, c'est en fait de me dire, putain, mais en fait, entre frangins, on a fait un vrai truc. C'est-à-dire qu'on est passé de notre salle de bain où on faisait semblant d'enregistrer à un vrai truc qui a touché des gens et qui, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir, plus ou moins jeunes, et qui me disent, grâce à vous, je regarde les films autrement, ou vous avez été la personne qui m'a donné envie de voir des films. C'est incroyable comme. Parce que ce ton décalé l'a rendu accessible et c'est ça, a ouais. un peu démocratisé l'amour du cinéma. Et c'est la plus belle consécration en fait. C'est comme je te dis, c'est pas de faire des millions de vues ou d'être connu ou pas connu machin. C'est en fait de me dire s'il y a des gens qui ont découvert Mad Max 2, qui est mon film préféré, grâce à moi, regardez Mad Max 2. Où est la caméra? Regardez Mad Max 2, les gars. C'est là? Ouais, c'est celle-là. Ouais, il y en a partout. Vas-y, Mad choisis. Max 2, c'est la base. C'est la base. Voilà. Voilà, et donc, ouais, non, c'est incroyable. Et donc, ouais, et souvent, en fait, je reviens à je sais pas pourquoi j'ai cette image qui m'a vraiment marqué enfant de nous dans la salle de bain, en train de faire semblant d'enregistrer une émission de radio. Et chaque fois, je me dis, ah, c'est cool qu'on ait réussi à le faire en vrai. Et quand tu en parles, on a l'impression que ton parcours a un peu flotté d'opportunités, en intuition en intuition, ou parfois dans des situations de contrainte, mais quand tu choisis. Comment tu prends tes décisions? Par exemple, là, donc, tu as quitté Allociné en 2025, et tu peux nous parler peut-être de la suite, mais comment tu décides de la suite? Décision la plus dure de ma vie, évidemment, hein, en tout cas à un niveau professionnel. Je vais pas dire que je l'ai pas tout à fait comprise, mais j'essaye encore des fois je comprends des trucs sur moi-même un an après, mais je me suis rendu compte notamment que j'étais moi je sais que dans mon caractère je suis beaucoup dans la remise en cause, presque trop, un peu permanente, donc pas du tout à me dire je suis arrivé, machin, etc. Et c'est pour ça que je te disais, moi, ce qui me correspondait bien dans l'ADN de Grégoire Lassalle, notamment, c'était de se dire, on teste, on verra bien. J'ai toujours détesté les gens qui préparent un programme et qui disent, on va faire des communiqués de presse et on va faire machin truc. Tu fais, attends, on le lance. Puis si le truc marche, de toute façon, ça marchera, c'est cool. Donc voilà, moi, j'ai toujours été dans cette démarche-là et dans cette remise en cause. Et je me suis rendu compte, du coup,
que a posteriori, j'avais une espèce de remise en cause tous les 5 ans à peu près. Je sais pas pourquoi un cycle de 5 ans. Donc au bout de 10 ans d'Allociné, je me suis dit est-ce que j'ai toujours ma place? Est-ce qu'il faut pas du sang neuf? Est-ce que machin? Et puis en fait, je me suis dit non, elle était encore à donner. Puis après, on arrive à, donc ça c'était en 2010. On arrive en 2015, 15 ans d'Allociné. Je commence en plus à être un peu fatigué. On venait d'être acheté par le groupe Webedia. Est-ce que j'ai toujours ma place, machin? Ouais, parce qu'en fait, avec cette équipe-là, dans ce nouveau cadre de travail, il y a des trucs à faire, machin. Ensuite, on arrive à 2020. Le moment où je me pose la question, c'est le Covid. Et là, il faut faire survivre Allociné. Donc en fait, on se pose pas de questions. On dit le but du jeu, c'est on met le couteau entre les dents et on y va. Et donc je repars. Et donc là, je suis arrivé à mon dernier cycle en 2025. Et j'ai eu pareil, cette espèce à la fois de coup de mou et de beaucoup d'interrogations. Et rattrapé aussi quand même par l'âge. Et de me dire... Tu pourrais rester là parce que moi je m'entends, voilà, je préfère assurer les gens qui disent il est plus chez Allociné. Je me suis pas disputé avec Allociné, c'est toujours ma maison, ma famille, là où j'ai grandi, c'est mes potes et tout ça. Mais j'étais arrivé à un moment où je me disais si tu bouges pas maintenant, j'avais 45 ans, donc, en fait tu repars sur le cycle de 5 ans et là à 50 tu bouges plus. Et tu pourras pas te dire j'ai essayé de vivre une aventure. Ouais, en fait, j'en arrivais justement quand tu parlais du mix entre pro et perso, c'est que je savais plus trop qui j'étais non plus. C'est-à-dire que j'étais Johan d'Allociné, j'étais Michel, j'étais. En fait, toute ma vie était définie par ça. C'est-à-dire que, en fait, pour vous dire, j'avais même pas de mail personnel. Ce qui fait que quand je suis parti, pour tous les trucs administratifs et tout, chiantissime de changer de mail. Donc prenez des mails perso, faites-le. Hein, c'est ma petite reco. Et tu reçois plus d'impôts. Oui, on pourrait dire ça. Les mecs m'ont jamais retrouvé. Je plaisante, hein, les gens qui contrôlent les impôts. Mais en tout cas, voilà. Et j'étais vraiment dans cette phase-là, plus un peu de fatigue, forcément. Et à un moment, ça m'a presque paru évident de me dire, ok, c'est le moment. D'accord. C'est le moment où il faut faire ce saut dans le vide, parce que c'était vraiment un saut dans le vide, qui a été donc, comme je disais, une décision très difficile, qui m'a mis un peu dans le brouillard pendant 3-4 semaines. J'ai expérimenté pour la première fois de ma vie la santé mentale, et je me suis rendu compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Le moment où en fait on se dit, voilà, on est pris par... Avant la décision ou après la décision? Une fois que je l'ai prise. Une fois que je l'ai prise, j'ai une espèce de truc en me disant, mais tu fais n'importe quoi, t'avais tout construit pour en arriver là, tu mets tout à la poubelle, et comment tu vas nourrir tes enfants, enfin vraiment tout. Hein. Ouais. Et surtout, il y avait le questionnement de... donc moi, j'ai passé 25 ans dans la même boîte, même tout en faisant plein de choses. En fait, finalement, j'avais l'impression, moi, juste d'avoir fait du Allociné. Et du coup, je me dis... Et c'était mon premier boulot, mon seul et premier boulot. Donc, en fait, est-ce que je sais faire quelque chose d'autre? Et qu'est-ce que tu avais envie d'explorer que tu n'as pas exploré chez Allociné pour faire quoi? Eh ben, au départ, le plan, après j'ai été rattrapé par ce que je suis intrinsèquement, c'est là aussi où je découvre encore des leviers, mais à un moment je m'étais dit, bon déjà il faut te couper du digital, cette espèce de course aux vues permanente, machin, etc. Il faut te couper des mails, parce que j'en étais arrivé à un point où j'avais 300 mails par jour. Ça me rendait fou en fait, même le week-end, enfin voilà, c'était trop. Et donc en fait, je voulais couper avec ça. À un moment, je m'étais dit, je pense que c'était peut-être aussi lié post-Covid, mais le côté, tu vas remettre les mains dans la vraie vie, tu vas devenir boulanger, enfin voilà, plein de toutes les conneries qu'on peut se dire. Et à un moment, parce que j'aime beaucoup ça, j'étais dans l'enseignement. Je voulais beaucoup, et ça se crée encore dans cette chaîne un peu de transmission. Et je sais que moi, dans ma carrière à Allociné, j'ai toujours pris le temps pour accueillir des stagiaires, parler avec des stagiaires, leur expliquer comment ça marche, pourquoi, parce qu'en fait j'ai été à leur place et qu'il faut des gens qui fassent ça, parce que sinon voilà, ils sont laissés tout seuls. Et je suis beaucoup allé dans des établissements scolaires pour expliquer c'est quoi le métier, comment on y rentre, machin, etc. Et donc en fait j'avais cette truc de ce que je caressais en tout cas l'idée de me dire ok, l'enseignement c'est peut-être pas mal, machin. Et puis en fait à peine sorti d'Allociné, j'ai eu plein d'opportunités, en tout cas des gens qui sont venus vers moi en disant mais tu veux pas faire un truc là-dessus? Et en fait c'était que lié au cinéma, alors qu'à un moment je m'étais dit ça restera ta passion, mais tu vas mettre ce truc là de côté, tu vas expérimenter. Et donc actuellement je suis ce qu'on appelle freelance, mais en fait je fais que des trucs sur le cinéma, donc c'était pas du tout dans les plans. Et ça m'occupe très bien et j'en suis ravi, mais pour l'instant du coup j'ai pas creusé d'autres choses que je sais faire. C'est juste que maintenant je le fais dans un autre cadre et je le fais. T'as creusé la comptabilité, facturation. Ouais, un petit peu, mais en même temps je le fais dans un cadre beaucoup plus. J'ai l'impression de retrouver mes débuts d'Allociné.
c'est-à-dire le côté où on construit des choses. On en était arrivé à un point, comme je disais, une rédac de 30 personnes au sein d'un groupe où il y a 2000, 2500 personnes et tout ça, où en fait j'avais l'impression de passer ma vie en réunion, de juste valider des budgets, juste valider des tableaux Excel, juste régler des problèmes aussi, parce que être manager c'est aussi ça. Et au bout d'un moment tu dis, alors si je me souviens bien, j'avais signé pour parler de Cinoche. Et là, en fait, les faux raccords devenaient juste ma récréation hebdomadaire. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, j'avais pas trop signé pour ça, moi j'ai signé pour créer des trucs. Et donc là, ce saut dans le vide vraiment totalement, mais m'a permis de retrouver des projets où en fait j'ai les mains dans le cambouis. Donc effectivement, il y a un peu de facturation et des trucs comme ça, machin, etc. Mais en fait, ouais, je fabrique des choses et je retrouve ce qui me faisait kiffer. Et du coup, la manière que j'ai de le résumer quand des fois on me demande, notamment les gens de France Travail que j'embrasse, c'est de dire, moi j'ai l'impression de finir un stage de 25 ans et de me dire je commence enfin ma vie d'adulte, et c'est très étrange. Et en même temps je veux garder la même fraîcheur qui m'a tenu chez Allociné, j'espère qu'on le verra ici, mais de prendre ça en me marrant et en kiffant, quoi. Mais j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'apprendre tellement de choses pendant un quart de siècle et d'aujourd'hui pouvoir les mettre à contribution dans plein d'autres choses. Donc c'est une phase très intéressante et curieuse de ma vie, j'aime bien. Ouais, c'est un nouveau saut dans le vide, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas tout si tu avais tout changé d'un coup, tu pourrais pas comparer. Là, quelque part, tu fais la même chose à tes conditions. Exact. Oui, c'est très bien résumé. Tu résumes de manière beaucoup plus concise. Voilà, prenez-le au montage, ce monsieur, il sait faire. Mais en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. En général, on me coupe pas au montage. Je corromps les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Parfait. Écoute, c'est super intéressant. Et est-ce qu'il reste un défi quand tu regardes ça, du coup, là, au début, tu avais un peu la crainte du vide. Après, tu avais peut-être la crainte de ne pas savoir faire. Là, j'ai l'impression que ça y est, tu es à nouveau sur une sorte, peut-être pas de maîtrise, mais en tout cas, tu sais faire. Quel est ton niveau de confiance pour que ça t'apporte tout ce que tu vas t'apporter? Maintenant, c'est ça que tu veux créer, et tu vas trouver des contenus qui vont te faire kiffer. Ouais, c'est ça, et même des projets qui peuvent être... par exemple, je fais une mission qui est plutôt dans le milieu bancaire, enfin c'est toujours des interviews, donc il y a toujours un truc audiovisuel, mais en fait c'est assez marrant de me dire, moi qui ai interviewé que des gens de cinéma, je me retrouve à interviewer des gens du milieu de l'assurance et tout, et en fait c'est tout aussi intéressant. Et donc je suis toujours dans cette démarche, voilà, de continuer à apprendre, mais surtout ce que ça m'a transmis, et pareil, si cette vidéo peut aider des gens à ça, et je le dis au maximum de gens que je croise, c'est que la routine, et je ne mets pas ça au sens négatif, mais en tout cas le fait de faire un métier sur le long terme nous fait oublier tout ce qu'on sait faire. Et en fait, je suis sorti au départ d'Allociné en me disant mais qu'est-ce que je sais faire à part ça? Et en fait, j'ai appris, on appelle ça des compétences transverses, et en fait à quel point en fait ce qu'on a appris là, effectivement, ça sera peut-être pas dans le cinéma ou ça sera sous une autre forme, mais en fait, ça, tu peux le transposer ici et faire complètement autre chose, machin. Et donc, en fait, je me rends compte que tout ce bagage que j'avais oublié, en fait, parce que moi, je me mettais devant un ordi d'Allociné, c'était presque mes doigts naviguer tout seul et machin, mais en fait, je sais le transposer ailleurs, et j'ai compris que je pouvais le transposer ailleurs, et je pense que plein de gens qui peut-être restent dans des tafs où ils sont arrivés au bout, ça veut pas dire que le taf leur plaît plus, mais en tout cas, ils sont arrivés au bout d'une aventure, en fait, ils partent pas peut-être pour cette peur-là de se dire, ouais, mais qu'est-ce que je ferais, machin, et en fait ils ont des tonnes de trucs à faire, et ça vraiment c'est un truc que cette expérience humblement m'a beaucoup appris, et j'ai redécouvert aussi un vrai goût pour l'être humain, pas au sens manger, hein, je ne suis pas cannibale. Merci pour la précision. Je voyais que tu étais inquiet. Couper. Je voyais que tu étais inquiet. Tiens, un couteau. Non, mais en fait, en étant aussi presque en vase clos, pareil, je me suis rendu compte de ça après coup, mais en fait, on est toujours en réunion avec les mêmes personnes, toujours en train de manger avec les mêmes personnes, toujours... et en fait, au bout d'un moment, je rencontrais plus grand monde de nouveau. Et non pas que j'aime pas les gens d'avant, mais là, en fait, depuis que j'ai sauté le pas, je découvre un nombre de gens au parcours incroyable et en fait qui me nourrissent vachement. Voilà, et comme je disais, ça peut être aussi bien chez France Travail ou autre, mais en fait il y a plein de parcours de vie, et en disant tiens, machin qui est comptable aujourd'hui, mais avant il faisait un truc qui avait rien. L'autre fois j'ai croisé une dame, elle donnait justement un atelier un peu de conseils pour la recherche d'emploi, et avant elle avait été agent de musicien. Et en fait, on dit comment tu passes de agent de musicien à ce truc-là? Et en fait, elle me disait non, mais c'est juste pareil, c'est un peu les mêmes leviers. Et sauf que là, ce que je sais faire, je le mets au service de gens dont ça va changer la vie, quoi. Et c'est vachement intéressant. Alors, la semaine prochaine, on aura un invité qui était chauffagiste.
pendant 20 ans et qui est devenu conférencier et conseiller en management. Et voilà, et c'est incroyable. Et en fait, on a Je tout. profite pour faire une publicité. Très bon teasing, mais toutes et tous une espèce de richesse en fait qu'on oublie. Et je sais pas comment ça se fait qu'on l'oublie, mais en tout cas, voilà, si les gens qui nous regardent peuvent se dire qu'ils ont de la valeur sur plein de trucs et qu'ils peuvent le mettre à contribution dans plein de projets, voilà, j'aurais au moins servi à ça aujourd'hui et j'en serais content. Ouais, parfait. Moi, tu me fais penser, tu sais, à ce graphe sur le flow. Je sais pas si ça te parle. Non. En fait, c'est un graphe à 2 axes. On va l'afficher en incruste, ça sera mieux. Ting. Donc, on regarde la difficulté de ce que tu dois faire et tes capacités. Et donc, si tes capacités sont très fortes par rapport à la difficulté de ce que tu dois faire, ce qui est typique quand tu travailles 25 ans au même endroit, ça y est, tu sais faire vraiment, là, tu tombes dans l'ennui. À l'inverse, quand tu es quelque chose de complètement nouveau, peut-être juste après que tu aies quitté ton projet et que tu dises, OK, maintenant, je veux faire complètement autre chose, je veux le faire moi-même, mais j'ai jamais rien fait d'autre que de bosser pour Allociné. D'un coup, la difficulté est extrêmement élevée par rapport à tes capacités ou ta connaissance de tes capacités. Oui, exactement. Et Ouais. donc là, tu es dans l'anxiété. Oui, c'est vrai, très Et le flow, c'est entre les deux. Le flow, c'est la performance, c'est le moment où tu es juste stimulé pour avoir de l'adrénaline parce que c'est dur, c'est excitant, c'est nouveau, mais aussi avec son niveau de maîtrise qui fait que c'est pas stressant. Et ça, c'est différent pour chaque personne, évidemment, parce que la capacité d'intégrer du stress, elle est... Oui, c'est ça, exactement. variable. Mais l'idée, c'est toujours de jauger ça. Moi, je vois des gens, quand je les conseille, est-ce que je regarde toujours, est-ce qu'il y a trop de stress là ou est-ce qu'il y a trop de compétences? Et c'est souvent un des deux qui va régler le problème. Vachement intéressant. Comment ça s'appelle, tu dis Le graphe, il s'appelle le graphe du flow. Le graphe L-O-W, tu sais, c'est pour être dans la zone. Ouais, c'est ça, le graphe Ouais. du flow, ok. Et du coup, si tu regardes par exemple le documentaire sur Netflix de Michael Jordan, je pense que ça parle beaucoup de ça en fait. Ouais. Il remet des coups de difficulté quand il faut. Ouais, exactement. Ah, mais il est fascinant ce monsieur. Le moment où il se cherche des ennemis pour gagner des matchs. Comme en ils disant- voilà, comme ils sont déjà premiers en fait. Voilà, c'est comme Dans s'il la se disait, routine. bon, qu'est-ce que je vais... Ok, je vais me dire qu'il a insulté ma mère. Ok, et en fait, tu dis, arrête de t'inventer des... Mais en même temps, c'était ça son moteur, quoi. C'est ça. Et Ah. toi, pareil, tous les 5 ans, tu te dis, ok, là, il y a le Covid, il faut sauver la boîte. Mais en fait, l'objectif doit changer. Parce que s'il ne change pas, en fait, on tombe tout de suite. Exactement. C'est Je pense exactement ça. qu'effectivement, ouais, c'est une très très bonne manière de voir les choses. Ouais. Et pour les gens qui veulent changer de milieu, ben, c'est ça qui va se passer. Ils vont monter de stress. Et comme tu dis, ils ont des compétences transverses qui peut-être ne soupçonnent même pas. Ah ouais, on a, encore une fois, je me répète, mais on a une richesse insoupçonnée. Ne doutez pas de vous. C'est tout ce que je peux dire. Bravo. Et des fois, on est tenu par la peur aussi. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir le trac, parce que comme on dit, le trac, ça vient avec le talent. Donc moi, j'ai toujours quand même cette espèce de trouille quand je fais un truc, machin, etc. Mais par contre, je me dis jamais, j'y vais pas parce que j'ai trop peur. C'est en fait, il faut y aller, et au pire, on se brûlera, mais il faut y aller, quoi. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et comme tu dis, du coup, ça provoque une sorte d'adrénaline aussi. Donc c'est vachement intéressant. Donc ne doutez pas de vous et n'ayez pas peur. C'est les deux messages à retenir pour moi, en tout cas. C'est une super conclusion pour ce podcast. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps. Bah, c'était un J'ai plaisir. beaucoup appris, j'espère que nos auditeurs aussi. J'espère, ouais, et en tout cas, grand plaisir, et je cherche un mot de conclusion vraiment, vraiment bien, mais je n'ai pas. Donc si, je vais dire à la faux raccord, c'était du lourd, du très très lourd. Merci à tous. N'ayez pas peur et bonne journée.